temps est un peu couvert, mais je suis sûre que ça va se lever. Hein. J'en suis persuadé. Émeric, il est vraiment beau ton bateau. Merci, c'est gentil. Tu lui as donné un petit nom? Donc, il s'appelle La Garonnaise, donc en clin d'œil avec la Garonne, et aussi parce que historiquement, la Garonnaise, c'était une ancienne race de bœuf qui était présente dans le sud-ouest. Donc c'est un bateau que j'ai fait construire pour la Garonne uniquement, donc avec un plan de travail, avec mon poste de pilotage à côté, et ça me permet de pouvoir cuisiner et conduire en même temps. Ah oui, parce que l'idée est d'allier navigation et cuisine. Exactement. Ouais. Voilà. Ouais, j'ai choisi le bon marin, moi, le bon bateau oui, pour commencer voilà. ce week-end au départ de Bordeaux. On dit souvent que Bordeaux, c'est un cadeau que la Garonne a fait à la France. T'es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec ça. La Garonne qui a une couleur particulière aujourd'hui, elle est toujours comme ça? Elle est toujours comme ça, et en gros, c'est dû à un phénomène chimique. Vous avez l'eau douce qui arrive des Pyrénées dans ce sens-là, l'eau de mer qui arrive dans ce sens-là, et quand les deux masses d'eau se rencontrent, ça crée l'osmose, et donc du coup, les sédiments remontent à la surface. Ça fait longtemps que tu navigues, toi, sur la Garonne? Ça fait 4 ans maintenant. Je suis vraiment tombé amoureux de la Garonne parce que c'est vraiment sauvage, c'est vraiment reposant, c'est vraiment sympa. C'est beau surtout, je trouve. Sachant qu'on est à 15 minutes de Bordeaux. Et oui, c'est ça qui est incroyable. Bon, ben ça va être l'heure de manger. Ok. Je vais cuisiner et puis conduire le bateau en même temps. Est-ce que tu peux m'aider? À naviguer ou à cuisiner? À cuisiner, oui, et à couper les légumes. C'est mieux. Hop. Ah, ça, c'est quand même pas banal d'avoir un œil sur la Garonne et un œil sur la planche à découper. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie d'avoir préparé ce petit repas léger parce que ce week-end promet d'être gourmand, figure-toi. Ah, génial. Mon programme, c'est de rayonner autour de Bordeaux. J'ai très envie de voir l'océan, découvrir une nature préservée et forcément de visiter les vignobles. Ça, c'est possible au départ de Bordeaux. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, mais je pense que c'est un super programme. Mais bienvenue à Bordeaux. Merci beaucoup. Avec moi, c'est pas lovely, c'est pas wow, c'est pas beautiful, it's just so Bordeaux. Sophie Jobillard est en week-end à Bordeaux. Donc là, je t'amène chez un chef qui s'appelle Pierrick Célibert. Il a revisité le cannelé. C'est très très bon. Ouais, c'est très bon. Un week-end très actif. Et la Cano, c'est quand même l'endroit idéal, non, pour pratiquer cette discipline. C'est un petit paradis pour les surfeurs. En arrière, en arrière. Pour sortir aussi de la ville. Derrière ces petits murets là, se cachent des parcelles qui valent de l'or. Hein. Ce qui est intemporel, c'est l'élevage du vin qui se fait dans des barriques de chêne français. C'est un peu la robe qui vient habiller le vin, c'est la haute couture. Faire revivre le passé. Forcément, Robe Théâtre, voilà, c'est le château idéal. Un carré, des tours à chaque coin, le château dont rêvent tous les enfants à la plage. Allez, tout le monde est prêt? Ouais. On y va. Là, je rentre à Soulac. Je profite du train, c'est très agréable. Je m'attendais pas autant de monde. Ou se projeter dans le futur. Des personnes qui ont choisi de venir, ils vont vivre la réelle expérience que vit un astronaute qui part dans l'espace. Et il n'y a que dans notre avion qu'on peut faire ça. Marchez. Pas une grosse autorité, vas-y. Et on traverse la Garonne sur ce magnifique pont de pierre qui enjambe le fleuve. Garonne sur laquelle j'étais à l'instant en compagnie d'Émeric, qui t'embrasse, ma chère Virginie. Très bien. Et je suis très heureuse d'être avec toi. Donc en fait, moi, je fais des balades gourmandes ici à Bordeaux, qu'on appelle des food tours, Bordeaux Food Tour, depuis 7 ans. L'idée est venue parce que j'aime voyager et quand je voyage, je cherche toujours la spécialité locale, la meilleure pâtisserie, etc., etc. Et du coup, il y a 7 ans, j'ai eu l'idée de faire la même chose à Bordeaux pour faire découvrir la gastronomie locale et notre très belle ville également, puisque je parle aussi un petit peu du côté historique. Et ce pont, par exemple,
Alors, par exemple, le pont de Pierre, qui est le premier pont de Bordeaux, qui est un très beau pont, mais qui a été construit tardivement, puisqu'il a été fini en 1822. D'accord. Depuis Bordeaux, j'ai expliqué à Aymeric que j'avais vraiment envie de rayonner tout autour de la ville, le tour d'un week-end. J'ai beaucoup de choses à faire, mais j'ai quand même très envie qu'on se balade un peu dans ces rues de Bordeaux. Je te propose de prendre le tramway. Ouais, faisons ça. Regarde, place de la Bourse. À ta gauche, tu as le miroir d'eau, regarde juste ici. Alors là, on arrive, c'est la place des Quinconces. C'est la plus grande place d'Europe. Et en fait, elle s'appelle comme ça parce que les arbres, les platanes sont plantés en quinconces. Ah bah tiens, voilà Paul. Bonjour Virginie. Tu vas bien ? Bien, très bien. Sophie, enchantée. Enchantée Sophie. Il y a de l'ambiance sur la Garonne là. Mais oui, c'est Garonne en fête. Ah voilà. On est dans les compétitions d'aviron. Ok. Voilà, 6 clubs de la Nouvelle-Aquitaine qui viennent s'affronter sur les couloirs de notre belle Garonne. Allez, on va pouvoir commencer à faire embarquer les bateaux, on a besoin de tout le monde. H5, H3. Donc, merci à tous de bien faciliter le passage, car l'accès à la Garonne est un petit peu compliqué. Tu vas nous montrer les gestes. Très bien, hein? Très bien. Alors. Donc le geste d'aviron, c'est d'abord les jambes, on pousse d'abord sur les jambes, et après on termine avec les bras, et on appuie fort sur les jambes. Hein, c'est un sport très complet, on travaille tout, de la pointe des pieds jusque sur le haut du corps. Tu sais Paul, avec Virginie, on était parti pour faire un week-end gourmand. Oui. Et je me retrouve à faire du sport là. Moi j'y comprends plus rien Virginie. Mais justement, il faut qu'on élimine un petit peu. Exactement. En fait, c'est pour me donner bonne conscience, c'est ça. Oh, c'est dur. Allez. Il faut lancer la machine. Ah, vache. Je suis en décalé là. On est décalé, c'est pas possible. Oui. On est à la bourre. Voilà, ça y est, je me cale sur toi. Hein. La course, on peut les encourager. Allez Paul. Allez Bordeaux. Bon mais écoute, je te propose de continuer un petit peu la balade le long des quais. Oui. Hein ? Alors ici, nous arrivons sur un autre lieu emblématique bordelais qui est la Porte d'Igeot. Très jolie porte qui date de 1748. Il y avait des remparts en fait il y a très longtemps qui ceinturaient la vieille ville avec des portes défensives à l'époque. Et au milieu du 18e, quand ils vont modifier la ville de Bordeaux et ouvrir en fait la vieille ville, ils vont supprimer les remparts et modifier les portes défensives en portes décoratives. Et c'est forcément un quartier où tu as des adresses gourmandes que tu m'amènes ici. Oui, oui, tout autour, là, on a pas mal de choix de boutiques artisanales ou des choses un petit peu plus originales, mais toujours gourmandes, sucrées, salées, voilà. Alors Sophie, je t'amène déguster la dune blanche, qui est une spécialité du Cap Ferret. Qui n'est pas très loin d'ici. Mesdames, bonjour. Steve. Vous allez bien? Très bien, et toi, je te présente. Parfait. Sophie. Enchantée. Pour moi, c'est vraiment la spécialité emblématique de Bordeaux. C'est pas très sucré. Moi, j'aime pas les pâtisseries trop sucrées. Le chou est fait toute la journée, c'est frais. Donc, en fait, le chou, il reste croustillant et la crème n'est pas grasse. D'accord. Voilà, donc, c'est vraiment hyper léger. Moi, mes clients, ils adorent. Hein. Finir sur une dune blanche, c'est vraiment top. Bon, on en prend quelques-unes? Ah bah écoute, oui, on va goûter Bien ça. sûr. Hein. Vous en souhaitez combien, On va mesdames? vous en prendre 6, s'il vous plaît. Oui, très bien. Voilà, merci beaucoup. Très bonne journée, mesdames. Merci, Steve. Bonne Merci, journée, au au revoir. Alors, Je t'en prie. merci. C'est bête comme chou, comme recette, mais c'est très bon. Écoute, je suis très très fan de ton idée de balade gourmande, de food tour dans les rues de Bordeaux.
On se quitte pas comme ça, on va pas en rester à une dune blanche entre nous. Hein. Non, j'ai encore d'autres endroits à te faire découvrir. Comment tu vas? Salut Bruno. Salut Gauthier. Mon vélo est prêt? À l'instant. Super. Messieurs, merci. Parce que ça, c'est une antiquité. C'est celui de mon grand-père. Génial. Pour demain, c'est validé? Ouais, 14 clients validés. Rendez-vous au bateau, 8h30. À Bordeaux, la silhouette longiligne de Bruno Beurrier est connue de tous. Il faut dire que ce guide conférencier n'a pas son pareil pour faire découvrir sa ville aux visiteurs venus du monde entier. Bordeaux et moi, c'est une affaire de cœur. Je suis arrivé ici quand j'étais enfant. Et c'est quelque chose que je veux faire partager aux gens qui découvrent ma ville. Il y a une expression qui dit « Dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es ». Moi, je préfère dire « Montre-moi où tu habites et je te dirai qui tu es ». Ce que j'aime, ce que j'ai à cœur, c'est de montrer le caractère, ce qui façonne la ville et les habitants. Bruno connaît presque tous les secrets de sa cité girondine, ainsi que les meilleures adresses comme ce restaurant où il aime déguster quelques spécialités bordelaises, avant de rejoindre son groupe de touristes du jour. Et voici les cagouillés à la bordelaise et le verre de Pessac léonien. Merci à toi. Cagouille. Cagouille, c'est l'escargot. Et ici, on en mange. Et là, Fred nous l'a fait à la bordelaise. Classée par l'UNESCO depuis 2007, Bordeaux a été au XVIIIe siècle l'une des toutes premières villes modernes de l'histoire, au point de servir, un siècle plus tard, de modèle au baron Haussmann pour son grand chantier parisien. Le baron Haussmann, avant d'être préfet de la Seine, a été préfet de la Gironde. Son épouse était bordelaise et il a travaillé à Bordeaux et il a pu voir ce que l'intendant au XVIIIe siècle avait fait. Et il s'en est inspiré pour faire le Paris qu'on connaît aujourd'hui. Mesdames et messieurs, de ce patrimoine du XVIIIe siècle, nous avons deux monuments mondialement connus en architecture. Une place où je vais vous amener et le bâtiment qui est devant vous, le Grand Théâtre Opéra National de Bordeaux. Suivez-moi. Escalier à l'Impériale, rampe droite, deux rampes divergentes. Mesdames, je vous demande d'imaginer, vous êtes mariés à un riche négociant bordelais, vous avez la robe de Bordeaux et vous n'êtes pas les premiers arrivés. Ce qui fait que quand vous êtes dans la cage escalier, tout Bordeaux vous regarde. En un mot, vous êtes encensés, comme en un mot, vous êtes détruite. Avancez, avancez, avancez. Tout comme le plan de la ville de Bordeaux a inspiré le baron Haussmann, le Grand Théâtre a lui aussi servi de modèle pour bâtir l'un des principaux monuments parisiens, l'Opéra Garnier. Si ces visites guidées permettent de découvrir la grande histoire de Bordeaux, Bruno aime aussi faire une pause dégustation des spécialités locales. Succès garanti auprès des visiteurs étrangers. Je vous propose de tester, de goûter le cannelé de Bordeaux, qui a été inventé par une communauté religieuse au XVIIe siècle à Bordeaux. Très bien. Très bien. Bruno a même créé une expression pour définir l'art de vivre à la bordelaise. Avec moi, c'est pas lovely, c'est pas wow, c'est pas beautiful, it's just so Bordeaux. Bordeaux a su se réinventer au XVIIIe puis à la fin du XXe siècle, lorsqu'elle a retrouvé tout l'éclat de sa pierre blanche. La cité girondine est aujourd'hui tournée vers les nouveaux enjeux de notre temps. Ainsi, en 2009, est né Darwin Ecosystem sur les friches d'une ancienne caserne de la rive droite de la Garonne. Si je devais expliquer Darwin à un enfant, c'est essayer de participer à moins abîmer notre monde. On est vraiment dans le concept de la sobriété heureuse, en effet, de Pierre Rabhi, qui est de montrer qu'on peut être frugal, on peut faire attention à ne pas gaspiller sans être dans l'inconfort, sans être dans la frustration. Et on est assez fiers de démontrer que c'est possible. Darwin, c'est une expérience sociologique protéiforme, difficile à résumer tant il se passe de choses en même temps sur ces 10 000 mètres carrés. S'y côtoient pêle-mêle des skateurs, des bureaux de coworking où travaillent 1200 personnes, un lycée alternatif, un centre de santé, des food trucks et de nombreux ateliers d'artisans comme des brasseurs, des chocolatiers
ou encore un collectif de tapissiers. Ce qui est chouette, c'est le mélange des genres, en fait, et le mélange des publics, le mélange des initiatives, tout ce qu'on trouve ici, de la boulangerie à l'association qui œuvre pour la conservation des fonds marins, en passant par des menuisiers, des gens qui font du roller. Je crois que c'est vraiment ce qui nous charme le plus dans le projet, en fait. Quand on a imaginé le Darwin Ecosystem, il y a plus de 15 ans maintenant, bien évidemment, tout ce qui est en place aujourd'hui n'était pas prévu. Beaucoup de choses ont germé, des choses extrêmement surprenantes, et puis beaucoup de choses qui étaient prévues au départ sont encore là aujourd'hui. C'est l'évolution, c'est ça Darwin, c'est l'adaptation des espèces et des écosystèmes. À la fois lieu de vie, de travail ou de loisirs, Darwin Ecosystem est aujourd'hui le 2e lieu le plus visité de Bordeaux, derrière la place de la Bourse. Moins d'1 heure de Bordeaux, là c'est magnifique d'être ici, là au milieu, allez, d'un des plus beaux vignobles. En tout cas, c'est le plus grand en France. C'est Saint-Émilion. Voilà, Saint-Émilion, et jolie cité médiévale, tu vois, sur son petit promontoire calcaire. Et surtout, premier paysage viticole classé à l'UNESCO en 99. Derrière ces petits murets, là, se cachent des parcelles qui valent de l'or. Hein. Ouais. Là, effectivement, tu es dans un des vignobles les plus réputés au monde, effectivement, qui regroupe 4 appellations d'origine contrôlée. Tu as Saint-Émilion, Saint-Émilion Grand Cru, puis Seguin Saint-Émilion et Lussac Saint-Émilion. Voilà. 1 million de touristes chaque année arrivent à Saint-Émilion. Incroyable. Entre le village et le vignoble, c'est vraiment le saint des saints. Et également un petit côté gourmand. Je compte sur toi. Alors Sophie, écoute, il y a un endroit que tu ne peux pas rater à Saint-Émilion, c'est cette église. Une église monolithe, la plus grande d'Europe de l'époque médiévale. Mais ce que je vois là, c'est comme s'il y avait un clocher sur une église qui est creusée dans la roche. L'église a été creusée et donc le clocher par-dessus. Oui, c'est un site vraiment important. Et c'était donc une carrière de pierre alors ici aussi? Oui, il y a à peu près 100 km de galeries qui ont été répertoriées, qui ont donc permis de faire ces constructions partout. De Saint-Émilion, mais pas que. Les pierres ont été utilisées pour Saint-Émilion pour construire des bâtiments et également dans la ville de Bordeaux, exactement. Incroyable cet endroit. Ouais. Bon, Sophie, on peut pas venir à Saint-Émilion et ne pas goûter les macarons. Et c'est ici qu'il faut les acheter. Oh, tu peux pas me faire plus plaisir? Parce que le macaron de Saint-Émilion, c'est une petite Madeleine de Proust pour moi. Oui, c'est vrai. Mais oui. J'adore aussi. Mes grands-parents qui vivaient à Libourne m'achetaient toujours des macarons de Saint-Émilion. Ah, très bien. Bah écoute, voilà. Écoute, moi j'adore cet endroit. Ah, bonjour Didier. Comment ça va? Je t'amène une gourmande. Et bonjour. Ah, oui. Sophie. Enchantée Didier. Eh bien, passez me voir, venez voir derrière. Allez, vas-y. Bonjour. Et bonjour. Oh là là. Je disais que c'était ma Madeleine de Proust, le macaron. Oui, j'entendais ça là, mais c'est super. Alors là, vous voyez, c'est le premier geste que nous faisons pour la fabrique de macarons, c'est peler nos amandes. Bah, on peut t'aider? Ah ben, avec grand plaisir, regarde. Bah, tu te rends compte la patience qu'il faut là? Oui. Et les macarons ici à Saint-Émilion, on les fabrique depuis combien de temps? Alors cette recette, elle a été créée par une communauté de religieuses, les Ursulines, qui sont arrivées au XVIIe siècle à Saint-Émilion en 1620. Elles arrivaient d'Italie et elles ont reproduit un petit biscuit qu'elles faisaient en Italie. C'était pour remercier la bourgeoisie de les avoir accueillis à Saint-Émilion.
Elles ont reproduit ce petit biscuit. Et la recette est restée inchangée depuis 1620 à aujourd'hui. Ouais. Donc toi, ici, enfin, dans la famille, vous êtes les seuls vraiment à maintenir détenteurs de la recette du macaron de Saint-Émilion. Une fois qu'on a pelé ces amandes, on les fait sécher, on les broie et on fait de la pâte d'amande. Et je vais vous faire goûter la pâte d'amande. Regarde. Très bonne idée. On a bien fait de venir ici. Merci Virginie. Oh là, puis alors en plus, ah oui, dis donc, t'es généreux toi dans la dégustation. Hein. Ah oui. Ah oui. Non mais c'est bon. Même des fois, moi je dis aux gens, on pourrait presque le manger que ça. Que comme ça. Ça se suffirait. Quoi. C'est trop bon. Alors ça, c'est la vraie pâte d'amande. C'est exactement ce que j'allais dire. Incroyable. Oui, oui, c'est surprenant. Voilà. Après cette petite pâte d'amande, je vais la mélanger avec des blancs d'œufs. Ok. Et je vais avoir la pâte à macaron. Que je peux vous faire goûter sur le bout du doigt. Bon, bah d'accord. Ah, mais, non, oui. mais d'accord. Alors là, vous avez la pâte d'amande, les blancs d'œufs et le sucre. Et tout est fini. La pâte à macaron est terminée. Oh là là, oui. Virginie, tu veux essayer? Ah bah écoute, allez. Je te passe le polissoir. Et les plus gourmands, bah, ils goûtent le macaron en fait. Ah ouais. Bah, c'est vraiment délicieux. Qu'est-ce que t'en penses? C'est parfait. Ah, moi j'adore. Il a bien le goût d'amande. C'est juste ce qu'il faut. C'est parfait. Ça vous va quoi? Ah oui. Je valide. Eh ben merci. Merci beaucoup pour ton accueil, Didier. J'étais très émue de venir ici dans cette boutique que j'ai connue quand j'étais toute petite avec ma grand-mère. Je suis très contente de partager avec vous ce moment. C'est avec beaucoup de cœur. Merci beaucoup Didier en tout cas de nous avoir reçus. Merci, c'est pareil. Bonne journée. Dans l'imaginaire collectif, un château bordelais est synonyme de luxe et de vin d'exception. C'est le cas du château Aubailly, l'un des meilleurs crus classés de Pessac-Léognan, un domaine où la tradition viticole côtoie les technologies les plus avancées comme ce robot travaillant seul dans les vignes, ou ce chai qui pourrait très bien servir de décor d'un film de science-fiction. On en est où de l'entonnage, des primeurs? En réalité, tout le grand vin, le château Aubailly, est au milieu du chai en bleu, avec les barriques usagées et les barriques neuves sur les rangées 5 et 6. Ce chai est au service, évidemment, de ce terroir ancestral, avec un patrimoine de vieilles vignes incroyable, mais la technologie et l'innovation qu'on a mis dans ce chai au service de ce terroir est probablement unique au monde. Ce qui est intemporel, c'est l'élevage du vin qui se fait dans des barriques de chêne français. C'est un peu la robe qui vient habiller le vin, c'est la haute couture. Mais dans le Bordelais, il y a château et château. Sur les 7000 propriétés viticoles recensées, quelques-unes sont encore de petites affaires familiales, comme chez les barons, où l'on produit depuis 7 générations du Bordeaux Grave bio. Donc ça s'appelle les Graves parce que notre terroir est constitué en partie de ces magnifiques petits cailloux qui jonchent le sol partout dans nos grandes vignes. Et ces cailloux nous aident l'été à restituer la chaleur la nuit. Et quand on les interchoque entre eux, ça donne un petit côté minéral au vin aussi. Donc ça donne un peu de minéralité au vin par la suite au chai, quoi. Moi je suis la 7e génération sur la propriété. Cette année ça fait 60 ans qu'on est dans le bio. Il y a une grande phrase qui disait « on n'hérite pas de la terre de nos ancêtres, on l'emprunte à nos enfants ». C'est clairement ça qu'il faut penser quand on fait de l'agriculture. Je dors tranquille et puis je sais que je peux... Quand je donnerai les terres à mes enfants, il n'y aura pas de souci, quoi. Ils auront des terres saines. Tenir les exigences du bio demande encore plus de travail qu'en culture conventionnelle. Heureusement, Benjamin peut compter sur l'aide de François, son papa. C'est lui. C'est entre le géotouche-tout et le savant fou. C'est pareil. Là. Allez, ça y est, c'est réparé. Les anciens, dans les grands châteaux, ils ont la cravate. Mais nous, on a la veste de cuir. Bon, mais nous, on est habitués à essayer de se débrouiller avec nos propres mains, quoi. Et puis la tête aussi, quand même. François, c'est le bâtisseur et l'inventeur de la famille. Des dizaines de machines sont sorties de son imagination et de ses mains. Toutes mes machines ont marché, sauf une. J'en ai fabriqué en tout 53, la 54e, bon, elle est pas terrible. Si François est un inventeur, Benjamin, lui, est un entrepreneur avec toujours de nouvelles idées pour faire évoluer le domaine. La dernière en date, la guinguette, qui chaque été prend place au milieu des vignes. Et c'est Aurélie, son épouse, qui est à la manœuvre.
Je fais une petite publication pour dire que le soleil est revenu et que le concert va pouvoir démarrer avec un beau soleil. Au début, c'était un gros challenge parce que c'est beaucoup de temps, d'organisation. Mais c'est un grand bonheur une fois que ça a ouvert, qu'on est tous réunis, qu'on voit que ça marche, que les gens sont heureux et qu'ils nous disent merci d'avoir créé ça. On est à 5 km, mais quand on vient ici, on se croit en vacances, on est bien. Chez les Barons, Benjamin représente la 7e génération de vignerons. Pour lui, c'est une vraie fierté que d'inscrire ses pas dans ceux de ses ancêtres. Alors il y a Jean, Ferdinand, Pierre, moi, mon père, François, Ferdinand et Arnaud. Il y a une filiation puissante, on est liés tous les 7 par le nom et par le sang. Allez, ben. À quelques kilomètres de là, chez les De Barito, voilà bien longtemps qu'on a dépassé le stade des 7 générations de présence sur le domaine familial. Allez, Gigas, allez, on va manger là. Là. Car cet éleveur de vaches au béret bien vissé sur le crâne n'est autre que le propriétaire du château de Roquetaillade, appartenant à sa famille depuis 1000 ans. Juste quelques mots sur le nouveau château qui a été construit durant notre période anglaise qui a duré 300 ans. Par conséquent, les hommes qui ont dessiné et conçu ce château de Roquetaillade étaient des Anglais. Il ressemble donc beaucoup au château construit à la même période en Grande-Bretagne. Tour à tour éleveur, guide touristique, vigneron, Sébastien s'est aussi lancé le défi d'achever le travail commencé au 19e siècle par Viollet-le-Duc pour rénover ce château du 14e. Je vieillis. Viollet-le-Duc, il vient ici en 1865 et forcément Roquetaillade, voilà, c'est le château idéal, hein. Un carré, des tours à chaque coin, vraiment le château dont rêvent tous les enfants à la plage. Et tout est travaillé sur la lumière. Donc Viollet-le-Duc veut faire rentrer la lumière dans un bâtiment avec des murs qui ont 2 mètres d'épaisseur, ce qui n'est pas facile. Donc dans cette salle à manger, il utilise des fonds bleus et en fait on a l'impression que les murs sont transparents, hein. On regarde à travers des fenêtres sur la nature extérieure. La famille de Barito ne vit pas dans le château. La seule pièce qu'ils utilisent en hiver, c'est la cuisine. Le feu est bon, j'irai mettre une bûche tout à l'heure. Allez, c'est bon. Bonjour. Bonjour. Un café? Dans quelques années, Sébastien et son épouse Ariane transmettront le flambeau à leur fils Jean. Ce sera alors à son tour de prendre soin de Roquetaillade. Salut Sarah! Salut Sophie! Salut Rico! Ça va? Bah oui, ça va. Je viens à la Cano pour admirer les vagues et je vous vois tous les deux faire des acrobaties sur votre planche. Bah oui, c'est ce qu'on fait de mieux, alors on le fait. Vous le faites super bien, c'est vraiment spectaculaire là. Sarah, quand je vois ces portées là, c'est hyper gracieux, mais c'est impressionnant de voir ça. On ne s'attend pas du tout à vous voir faire du surf acrobatique en tandem. C'est ça l'idée. C'est pas commun, ouais, c'est ça. Vous étiez surfeur en solo avant d'être surfeur en tandem? Je viens du sol à perche à la base et je me suis mis au surf et puis j'ai découvert le surf tandem en initiant une copine. J'ai cherché une partenaire et Sarah qui faisait du cirque, une copine de Sarah m'a présenté Sarah et on s'est mis ensemble, on a travaillé et voilà, on est parti à Hawaï, on a fait le tour du monde 10 fois pour faire les compétitions et voilà. Et oui, parce qu'il y a vraiment des compétitions de surf tandem alors. Et oui. Bah, la Cano, c'est quand même l'endroit idéal, non, pour pratiquer cette discipline. C'est un petit paradis pour les surfeurs. Alors la Cano, ça reste un petit village préservé où on n'a pas beaucoup de monde hors saison. Et c'est surtout qu'on a des kilomètres et des kilomètres de plage. Mais c'est ça, combien de kilomètres de plage entre Soulac et le Cap Ferré, on a 100 kilomètres. Ah ouais, avec ces dunes-là, magnifiques. Je veux bien que vous me montriez les portées, c'est possible?
Elle est comment la vue de là-haut, Sarah? C'est sympa. Belle vue sur la Cano. Si tu veux faire un peu de surf, je vais t'emmener voir un copain au club de kayak. Il a un wave ski, donc c'est un tandem aussi, mais assise dans un kayak et tu vas pouvoir prendre quelques vagues. Ah, tu me rassures, tu me rassures. Le problème, c'est que je ne suis pas du tout équipée. Oh, je vais t'emmener voir un copain qui fait des combinaisons recyclées. On va t'équiper et puis on va t'amener à l'eau. Bon, t'as vu, j'essaye de trouver des moyens détournés pour pas y aller à l'eau, mais je crois que je vais vraiment y aller. Là, on quitte les magnifiques dunes littorales là, de la Cano qui séparent vraiment le front de mer avec ses premières habitations là. Ouais, qui sont amenées à disparaître dans les 50-100 ans parce que la dune prend 1 mètre par an et du coup, déjà il y a une grosse volonté de la mairie là, de renaturaliser au lieu d'avoir des parkings, d'avoir des endroits un peu plus verts et plus jolis. Que la nature reprenne ses droits petit à petit et qu'on redéfinisse et qu'on redessine ce trait de côte. Alors on se dit bonjour comme ça quand on croise des surfeurs, c'est ça? On peut, c'est une des façons. Je vais te présenter Basile qui va te trouver une petite combinaison de surf. Salut Basile, ça va? Enchanté. Salut Rico. Ça va bien? Bon, sur une idée de Rico. C'est ça, elle va faire du wave ski avec un copain qui est aussi champion. Et comme elle n'est pas équipée, j'ai dit on va aller voir les copains qui font du recyclage de combinaisons. Mais ça me plaît en plus cette idée. Tu peux me les montrer tes combinaisons? Viens avec moi, je vais te montrer tout ça. Recyclage de combinaisons, c'est-à-dire? Alors ce qu'on fait, nous, du coup, c'est qu'on récupère les combinaisons auprès des écoles de surf, des clubs, des particuliers. Celles qu'on peut réparer, on les répare pour les proposer en seconde main à bas prix. Et celle-là, typiquement, je pense qu'elle pourrait tout à fait te convenir pour le wave ski tout à l'heure. Et vous fabriquez vos propres planches aussi ici? Exactement, on développe toute une gamme de planches avec des matériaux alternatifs. L'idée, c'est de proposer des produits moins impactants pour l'environnement, typiquement des planches avec des fibres naturelles comme le lin ici. On utilise également du liège sur ce type de modèle. Donc voilà, l'idée, c'est aussi de proposer tous les accessoires qui vont avec la planche, fabriqués localement en France et en Europe. Notre responsabilité à nous, en tant que pratiquants, c'est de réduire au maximum notre impact. Donc c'est ce qu'on essaie de proposer en développant des produits avec des matériaux alternatifs. Bravo, je suis très fière de pouvoir porter ta combinaison. C'est une super initiative. Merci beaucoup. Amusez-vous bien. Ouais. On y va? Je te la ramène plus tard. Parfait. Merci beaucoup. À bientôt. Tous les chemins mènent à l'océan, ici à la Cano. Exactement. J'ai l'impression que le petit gars du Nord que tu es, c'est bien acclimaté au littoral du Sud-Ouest. C'est vrai que c'est difficile de ne pas adopter l'endroit et le climat. C'est vrai que je me suis vite adapté. En fait, c'est un endroit où tu n'as pas vraiment des gens qui naissent à la Cano. Donc c'est un melting pot de gens qui viennent d'un peu partout, mais qui sont fièrement ancrés à cet endroit. Alors Sophie, je t'amène à un endroit où tu vas faire du wave ski en tandem. Et c'est Pascal qui va s'occuper de toi. Salut Pascal. Et bonjour. Bonjour. Je suis un petit peu inquiète Pascal, parce que j'arrive avec Rico, je l'ai vu avec Sarah faire des acrobaties, du surf en tandem. Là, moi, je ne sais pas faire tout ça. Donc, en wave ski, c'est tranquille. On est un peu plus tranquille, on est assis et puis on glisse sur les vagues. D'accord. Donc la vague, après, elle fait ce qu'elle veut. Écoute, le temps que je passe ma combinaison, prêtée par les copains de Rico, et on y va? Allez, c'est parti. Bon, t'as pas peur des vagues? Heureusement, tu vas me dire. Oui, c'est toi qui vas être devant. Alors, quelle température? Elle est fraîche? Elle est fraîche. Allez. Génial ce sport. Ça va Rico? C'est pas à moi qu'il faut demander ça, c'est à toi. Ça va super bien. Alors? Génial. Merci copain.
Eh bien, merci à toi d'être venu. Si on prenait une petite douche d'eau douce Allez. et que je vous payais un verre, les gars, tu connais un endroit sympa pour boire un verre? Je crois que je connais un petit endroit sympa. Ok, avec vue sur l'océan. Exactement. Hein. Ok. Ben, voilà le spot pour boire un verre. Voilà. Joli. Oh, quelle vue. Et en plus, Sarah est là. Ah, Sarah, mais t'es pas venue toute seule? Non, j'ai amené ma fille. Oh, bichette. Salut, ma chérie. Alors là, Sarah, je viens de découvrir une nouvelle discipline qui m'est très adaptée, parce que moi qui ne sais pas faire de surf, c'est le wave ski. On s'est bien débrouillés quand même tous les deux. Comme des chefs, comme on dit chez nous. Merci. Si tu restes assis, ça marche aussi. Exactement. En pratiquant vos sports, vous êtes aussi des gardiens de ces paysages. Vous êtes là aussi pour éduquer les gens à respecter Ce que j'allais dire, surtout des éducateurs en fait, puisque les gens ne se rendent même pas compte dans quel milieu naturel exceptionnel on vit. Ouais, c'est vrai que c'est un beau milieu, sensible, fragile. Vous avez beaucoup de chance de vivre ici. Est-ce que vous en avez conscience? Totalement conscience parce que moi, ça fait 25 ans que je voyage entre Hawaï, l'Australie pour les compétitions, pour passer les hivers. Et finalement, je reviens toujours ici, après chaque hiver passé à l'étranger. Je me dis que c'est quand même ici qu'on est le mieux, donc c'est quand même un signe de bien-être. Merci à tous les trois pour Merci cette si belle journée que j'ai passée en votre compagnie. Les kites partent. Donc là, les kites viennent de partir. Ce jour-là, à Saint-Georges de Didonne, sur la rive charentaise de la Gironde, une armada colorée s'élance sur l'estuaire. Ce sont les participants de l'Extrême Cordouan, une compétition de longue distance qui a pris le nom du monument le plus célèbre de la région, le phare de Cordouan. Quand on est sur la plage, qu'on fait de la planche, qu'on fait du kite, on le voit. Sauf qu'on n'a pas le droit d'aller aussi loin quand on est hors compétition. Et donc c'est pour ça qu'on a eu envie d'organiser cette compète qui nous permettait d'aller à la conquête du phare de Cordouan. Parti sous un vent soutenu, à mesure que les concurrents s'approchent du phare, le vent faiblit jusqu'à disparaître. Comme si le phare ne voulait pas se laisser approcher davantage. Là, c'est un peu la galère. On attend le vent. Ou la renverse de courant pour nous ramener sur Saint-Georges. Vraiment, là, c'est incroyable. Ce creux de vent, il est incroyable. J'en vois un deuxième qui est en train de descendre à pied pour aller carrément se réfugier sur l'île de Cordouan. Dressé à égale distance entre les rives médocaines et charentaises, voilà 400 ans que le roi des phares et le phare des rois, tel qu'il est surnommé, veillent sur l'entrée de l'estuaire de la Gironde. Au musée du phare de Cordouan, Jean-Marie Calvet connaît tout de l'histoire de ce bâtiment classé au patrimoine mondial par l'UNESCO depuis 2021. Alors vous avez ici une maquette du phare de Cordouan tel qu'il était en 1611, quand Louis de Foix a livré son ouvrage au roi. C'est un bâtiment qui a tout de l'œuvre royale. On est vraiment dans un ouvrage qui a été construit à la demande des rois et pour leur gloire. Cordouan trouvera sa silhouette définitive en 1790. Il est aujourd'hui le dernier phare de France encore habité. 365 jours par an, 2 gardiens veillent sur ce joyau architectural et en assurent la visite aux 25 000 touristes annuels. 18h30 pour le réembarquement, ça sera à peu près au milieu du Perra, là où l'eau s'arrêtera. Quand vous avez l'eau aux narines, il faut vous arrêter, parce que vous n'êtes pas au bon endroit. Donc bonne visite et à tout à l'heure. Chef-d'œuvre d'architecture, Cordouan est avant tout un outil de signalisation maritime. C'est même le premier phare au monde où a été expérimentée la technique qui aujourd'hui encore équipe tous les phares du monde. Je vais vous présenter ce jeune homme, la statue, pas le monsieur. Augustin Fresnel, qui est donc l'inventeur de la lentille. L'inventeur de la lentille à échelon, qu'on appelle aujourd'hui la lentille de Fresnel, dispositif révolutionnaire pour son époque. Cordouan est le premier phare équipé de la lentille de Fresnel en 1823. Augustin vient ici pour l'installer, il va passer 3 mois. Le pauvre ne connaîtra jamais le succès de son invention, il mourra 3 mois après l'avoir installé à Cordouan.
Ainsi, depuis 1611, Cordouan n'a jamais failli à sa mission d'éclairer la route des marins, même une seule nuit. Donc là, on est sur un instant un petit peu magique, hein. On voit la lampe principale qui prend sa position verticale. Elle ne devrait pas tarder à s'illuminer, en fait. Voilà. Elle commence à s'éclairer. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? En fait, ce sont les caches qui vont donner le rythme au feu. Ce sont ces échelons, en fait, de la lentille qui vont permettre à la lumière d'être concentrée dans des rayons parallèles et permettre au navigateur donc, de voir la lumière le plus loin possible. Et voilà. Ah, ben juste à temps. Bien, parfait. Cool. Bah tout va bien, ouais. Tout va bien, tout va bien. Impeccable. Qu'est-ce que tu nous as préparé, Nicolas? Un rougail saucisse. Oh, il a l'air très bon. Être gardien à Cordouan, c'est à la fois être guide touristique, agent d'entretien et concierge dans un quotidien rythmé par les marées et les saisons. L'hiver, t'attends de voir du monde. Et puis l'été, t'attends qu'il n'y ait plus personne, quoi. Pour être enfin seul. Si on aime un peu les conditions hivernales, c'est super agréable d'être ici avec et de la brume et de l'eau qui passe par-dessus partout. Ça, c'est rigolo. L'occasion d'aller se promener, ce qu'on ne peut pas forcément faire en été autour. Et justement, ce matin, Nicolas veut faire découvrir à Patrick en visite au phare l'île nouvelle de Cordouan, qui, comme son nom l'indique, n'existait pas il y a encore très peu de temps. Cette île est apparue il y a une vingtaine d'années. C'était un banc de sable avant. Et après une grosse tempête, ce banc de sable s'est fixé et il a grossi de plus en plus et il est devenu une île. Donc elle est assez récente pour l'évolution de l'estuaire. On peut la nommer une île parce que la végétation est restée toute l'année sur l'île. La végétation fixe le sable et du coup les dunes se forment et grossissent. Et là, toutes les traces de pas qu'on a, là, c'est le gravelot, là, les deux petits limicoles qui sont là, qui sont une espèce protégée en voie de disparition. Une journée de rêve s'achève à Cordouan, rythmée par ce qu'il faut de travail et ce qu'il faut de détente, comme cette pêche au bar miraculeuse. Et ben alors, balade inespérée sur le banc de sable, petite pêche. La journée est pas mal. Il fait beau pour une fois. Cordouan se visite du 1er avril à début octobre. L'embarquement peut se faire depuis la rive charentaise comme médocaine. C'est vraiment l'endroit idéal pour s'offrir une petite balade nature. C'est un peu la petite Amazone ici. Exactement, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est vraiment un fleuve sauvage. Ouais. Et là, on va bientôt arriver à Biganos. On est juste à côté du Tèche. Donc je vais t'emmener à la réserve ornithologique. Très agréable parce que j'ai l'impression qu'on va se laisser porter par le chant des oiseaux dans cette balade. C'est exactement ça. Alors ici, on peut imaginer des grands couloirs de migration d'oiseaux. Ils viennent plutôt d'où? Du nord ou du sud? Ça dépend de la période de l'année. Ouais. Quand les oiseaux ils vont vers leur site de reproduction, ils ont tendance plutôt à rejoindre le nord. Et à l'inverse, quand ils partent en hivernage, c'est vers le sud. Et donc sur la réserve ornithologique, depuis sa création il y a à peu près 50 ans, il y a un peu plus de 320 espèces qui ont été vues ici. On peut observer de partout. Par exemple, là, on a un oiseau qui va particulièrement nous intéresser. Tu vois, il est posé au sommet de l'arbre. Tu vois une masse marron. Oui. Donc ça, c'est un grand rapace dont on parle pas mal aujourd'hui. C'est le milan noir. Donc on va essayer de le mettre à la longue vue. Comme ça, on pourra le voir. Tu as raison. Plus en détail. Alors, est-ce que tu l'entends? Est-ce que tu l'entends? On entend. Ça fait un peu comme un hennissement de poney. Donc là, on peut pas savoir si c'est le mâle ou la femelle.
Certainement que l'autre partenaire n'est pas loin et ils communiquent entre eux comme ça. Voilà. Il y en a un autre qui lui répond. Alors Sophie, je te propose qu'on s'installe ici pour s'exercer un peu à l'écoute des sons de la nature. C'est notre petit nid à nous, là, ici. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on se pose comme ça, là? Tu peux t'installer. Ah oui, on est bien là. Il y a même une technique que je donne souvent. C'est de mettre tes mains derrière tes oreilles. Là, normalement, ça augmente ta capacité à entendre les sons. Tu entends quelques oiseaux. Là, par exemple, on entend le pouillot véloce et la fauvette à tête noire. Donc, je vais te le montrer en photo. C'est un petit passereau des jardins qu'on peut avoir dans les parcs aussi. Alors, tu vois, fauvette à tête noire. Le mâle, il a en effet la tête noire et la femelle a plutôt la tête marron. D'accord. Tu sais pourquoi les oiseaux chantent? Pour rappeler leurs congénères ou pour rendre la vie plus belle, je ne sais pas. En fait, c'est plus pour communiquer entre eux. Donc, on les entend davantage au printemps, parce que les mâles ont tendance à chanter pour attirer la femelle. Et ils vont aussi beaucoup chanter pour défendre leur territoire. Souvent, on a l'impression qu'ils sont contents, mais la plupart du temps, en fait, c'est plutôt un message de ici, c'est chez moi. Toi, tu aimes tellement les oiseaux que tu as décidé de te les tatouer sur la peau. Tu peux me permettre? Oui, vas-y. Oui. Celui-là, il est très très beau. Il est assez connu, lui, c'est le héron cendré. Donc c'est un peu mon oiseau fétiche, en fait. C'est un des premiers oiseaux que j'ai réussi à reconnaître. Celui-là? Celui-ci, c'est le martin pêcheur. Donc il n'est pas tout à fait complet. Normalement, il est bleu et orange. Et c'est un petit oiseau qu'on appelle aussi la flèche bleue, tellement il fend l'eau à toute vitesse. Qu'est-ce que ça t'apporte comme plaisir personnel, l'observation des oiseaux? C'est énormément de sérénité, en fait. Ça m'appelle de toute façon tous les jours. J'ai besoin de sortir, d'écouter, même parfois dans une conversation classique. Je vais décrocher mon attention parce que j'ai entendu tel ou vu tel oiseau ou tel animal. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est de plus en plus naturel chez moi. Peut-être qu'un jour, je me transformerai en oiseau. Écoute, c'est tout ce que je te souhaite, hein, dans une autre vie. Alors voilà, on arrive au centre de soins de la faune sauvage de la Ligue de protection des oiseaux. On va rencontrer Cassandra, qui est la responsable. Cassandra, désolée, je te dérange pas? Non, ça va, il n'y a pas de souci. Bonjour, je vais mieux présenter le centre de soins à Bonjour, Sophie. enchantée. Enchantée. Je chuchote parce que j'ai l'impression que tout le monde chuchote ici. Ouais, effectivement, il faut vraiment faire attention, il faut chuchoter parce que là, comme c'est la nurserie, le but c'est d'éviter l'imprégnation des animaux. Parce que s'ils sont trop proches de l'homme, on ne pourra pas les relâcher en nature après. D'accord. Comme c'est tous des bébés ici, c'est très très facile d'être prise pour leur mère. J'entends des petits piaillements. Oui, là on a du moineau. C'est eux qui font plus de bruit. Et le petit c'est de la mésange. Ça, voilà, c'est de la mésange. Oh, je l'avais pas vu, lui. Oui. Alors, du coup, elle est en train de faire le biberonnage d'un hérisson. On a pas mal de hérissons, en fait, dans cette période. Le mois dernier, on en avait 40 dans la nurserie à la biberonner. L'idéal, après, c'est de le relâcher dans la nature. Ouais, c'est le but, créer des reproducteurs, en fait, qui puissent faire perdurer les espèces. Alors, du coup, là, on va aller chercher un animal pour un soin. Ok. Je vous laisse la surprise, hein, parce que c'est un animal hyper particulier. Les gens ne sont pas super fans. Je vous tease un peu là. À mon avis, ça doit être un reptile. Pourquoi tu dis ça? Si la mauvaise réputation, c'est toujours moins mignon qu'un bébé hérisson. Eh oui, couleuvre. Une belle couleuvre. Ah oui, c'est vrai qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle a là? En apparence, elle a l'air d'aller très bien. Ah non, voilà, elle a une pansement. plaie. Donc le problème des couleuvres, c'est qu'en général, elles sont roulées dessus. Et voilà, elle est déjà grande, hein. C'est pas une adulte, mais elle est déjà grande. Coucou. Bonjour. Hop, alors, là, on est avec Rala, je vous la présente. C'est notre vétérinaire qui a travaillé avec de la faune sauvage exclusivement, donc elle s'y connaît bien. Et là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vérifier la plaie de la couleuvre. Et après, on va pratiquer la thérapie laser dessus.
Ça améliore de 50% la cicatrisation des blessures, hein. C'est forcément plus rapide, donc ça c'est cool. Et en fait, ça a une action anti-inflammatoire et antidouleur aussi. Et combien d'animaux par an sont soignés ici dans le centre? Alors on dépasse les 5000 chaque année. Ah oui, c'est très impressionnant comme chiffre. Oui, ça demande beaucoup de travail. Donc maintenant, on va faire la thérapie laser et on doit porter des lunettes. D'accord. Donc il faut que vous sortez. Oh, ok, on y va. On vous laisse travailler. Parfait, merci. Vas-y. Parfait, merci. Tu veux nous présenter d'autres pensionnaires? Ouais, donc là, les filles, je vous amène à l'étage. On va aller nourrir 2 bébés. Je vous fais participer. Vas-y, dis-moi. Je vais vous laisser me tenir les gamelles. Ok, donc qu'est-ce qu'on a au menu? Un petit peu de poisson et puis le reste, je veux pas savoir. Non, il n'y a pas grand monde qui a envie de savoir. Et pourtant... C'est pas très appétissant, mais c'est sa nourriture. Hein, c'est leur nourriture naturelle. C'est ça. Oh, salut vous. Oh, mais ils sont plus si bébés que ça. Et non. Et on les a eu tout petits. Au fond, je reconnais. Bon, c'est une cigogne. C'est ça. Exactement, ça va. Mais là, devant, je veux bien tes éclairages, Pascaline. Ah, c'est un héron cendré. D'accord. C'est un juvénile, on voit bien avec les plumes qu'il a au-dessus de la tête. Et bon appétit. Alors lui, il est tombé de son nid et comme les rognières, c'est toujours très haut, impossible de replacer, quoi. Si moi, demain, je trouve une cigogne, par exemple, qu'est-ce que je dois faire? Je passe un coup de fil à un centre comme le vôtre? Donne-moi des conseils. Les conseils, c'est toujours les mêmes pour n'importe quel animal. C'est toujours leur mettre une serviette au-dessus de la tête, puisqu'un animal sauvage, même les chats et chiens d'ailleurs, 9 fois sur 10, il se calme quasi instantanément. Et après, le mettre dans un carton. Le carton, il doit être toujours troué avant, pour laisser passer l'air, tout simplement. Ne jamais leur parler, parce que le stress, en fait, libère des hormones qui provoquent des crises cardiaques. Et ça, c'est ce qui se passe quand on leur parle, quand on commence à les câliner, quand on fait ce genre de choses, quoi. Mais j'ai jamais été le type à vouloir câliner les animaux, machin. Moi, ce que j'ai toujours voulu, c'était sauver le monde. Et sauver le monde, ça veut pas forcément dire être en contact avec les animaux. Pour moi, ça veut juste dire faire des actions. C'est important de sensibiliser les personnes à l'environnement pour leur donner envie de s'intéresser, d'apprendre à reconnaître les paysages, les animaux, les plantes. Comme ça donne davantage envie de les protéger à son échelle. Ça peut être dans son jardin, tout simplement. Savoir, comprendre, c'est aussi mieux protéger. Exactement. On va fermer la porte. Allez, donc j'attrape ici. Parfait. Donc là, on va démarrer le moteur. Ok. Tu es OK, tout est bon. Écoute. Voilà. La checklist, tu peux la mettre là. Pour l'instant, on n'a plus besoin. Allez, plein gaz et on y va. Donc ça va faire du bruit, mais ça va décoller vite. S'offrir un survol d'une ville ou d'une région à bord d'un petit avion de tourisme est une activité qu'il est possible de faire quasiment partout en France. Voilà, donc on a décollé. Mais à Bordeaux, ce survol prend une autre dimension quand le pilote propose à son passager de prendre les commandes de l'aéronef, même si celui-ci n'a jamais piloté. Et en fait, on peut prendre les manettes à partir de quel moment? Là, tu vas le faire. Donc là, ce que tu fais, c'est vas-y, tu peux prendre les commandes, tu mets ta main dessus, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que tu essayes de garder par rapport à l'horizon la même attitude. À bord de l'ULM de l'association Les Ailes du Bordelais, Thibaut a ainsi pu découvrir que le pilotage d'un petit avion est accessible à tous. Ce baptême, conjugué à une initiation au pilotage, lui aura coûté 130 €. C'est incroyable, quoi. On pense pas pouvoir piloter si facilement. Bon, ça rassure beaucoup d'avoir l'instructeur à côté. Mais c'est génial de pouvoir profiter de la vue et puis de piloter pour la première fois. Ça donne vraiment envie de s'y mettre. Mais Bordeaux est également la seule ville d'Europe où il est possible à tout à chacun de vivre une expérience aéronautique hors norme. Ces femmes et ces hommes vont dans quelques instants se mettre dans la peau d'un astronaute en expérimentant l'apesanteur grâce au vol zéro gravité mis au point par l'astronaute Jean-François Clairvoy qui a passé 675 heures dans l'espace. Les amis, venez par ici. Moi, j'ai créé l'expression astronaute d'un jour. Et les personnes qui ont choisi
de venir parce que personne ne les force. Ils vont vivre la réelle expérience que vit un astronaute qui part dans l'espace, au décollage et après de l'apesanteur. Et il n'y a que dans notre avion qu'on peut faire ça. Habituellement, cet avion est destiné à mener des expériences scientifiques en apesanteur. Ça, c'est la zone dans laquelle nous allons rester pendant tout le vol. La zone Mars. Mais chaque année, quelques vols sont ouverts au grand public, souvent à des passionnés d'exploration spatiale ou de sensations fortes comme Marc ou Laurence. J'ai essayé de devenir astronaute dans le passé. C'est une occasion pour moi d'être aussi proche que possible de ce que fait un astronaute dans la Station spatiale internationale ou en exploration. C'est mon cadeau d'anniversaire. Voilà, donc de mon mari. Voilà. Et j'ai mon fils qui m'envie vraiment ma place. Mais bon, il n'a pas l'âge. À 13 ans, on va dire, à partir de 13 ans, ce sera possible. Pour se soustraire à la gravité terrestre, l'avion doit décrire une trajectoire dite parabolique. Et pendant 22 secondes exactement, les passagers ne sont plus sur Terre, mais sur Mars, puis sur la Lune. Bienvenue sur Mars. Alors allez-y, on fait des pompes sur une main. Voilà. C'est bon, vous êtes sur la Lune. Marchez sur la Lune. C'est ça la Lune. Ouais, c'est top, c'est formidable. C'est vraiment, on flotte. Ah, là, il y a une bête. Mais ces premiers sauts lunaires n'étaient qu'un avant-goût de ce qui attend ces astronautes d'un jour. La disparition totale de la gravité. Voilà, l'apesanteur, c'est l'absence de haut et de bas. On est libre, on flotte. Ah, je pense que c'est trop court, mais c'est de toute façon fantastique. J'avais ma place pour faire la caravelle 0G en 89, j'ai pas pu le faire. Mais voilà, donc 35 ans plus tard, c'est une joie de vivre la pesanteur. Quelque chose qu'on ressent jamais, en fait, une sensation de légèreté. On a l'impression de voler et je pense que c'est vraiment atypique. À moins d'être astronaute professionnel ou scientifique, les candidats à l'apesanteur devront se délester de 7 000 €, déjà de quoi se sentir beaucoup plus léger. Sophie. Bonjour Marie-Pierre. Ça va? Oui, et toi? Ouais, très bien, bien dormi. J'ai très bien dormi chez toi, c'est tellement agréable. Bon, super. Je t'ai amené quelques petites chocolatines pour le petit déjeuner. Mais oui, je suis dans le pays de la chocolatine ici, bien évidemment. Il y a un autre nom? Je suis pas venue pour parler de ça avec toi, mais je suis vraiment venue pour parler de ton vin parce que moi j'ai envie d'apprendre plein de choses là. Bah avec plaisir, on va essayer. Je vais essayer de t'expliquer ce que c'est que le Sauterne et les vins de Barsac. Mais je vais te montrer, c'est peut-être ce qu'il y a de plus facile. Donc nous, on a deux variétés, deux cépages principaux ici, le sémillon et le sauvignon. Okay. Et donc, c'est des cépages qui peuvent servir pour faire des vins secs. Sauf qu'ici, on est dans un microclimat qui est un peu particulier. On a le Ciron, qui est un petit cours d'eau qui amène de la fraîcheur, de l'humidité. Et donc, en septembre-octobre, on a des brouillards qui permettent le développement d'un champignon, le botrytis,
qui va coloniser la baie de raisin. Donc c'est un champignon qui se développe sur les raisins rouges, sur les fraises, enfin qui est plutôt négatif dans son développement, mais il y a vraiment les conditions de sauterne qui permettent de se développer de façon noble, d'où le nom pourriture noble, et qui ont permis de réaliser ces vins très particuliers qu'on fait ici. Alors ici à Barsac, tu es installé depuis de nombreuses années, et puis ta famille depuis plusieurs générations, Ouais. c'est ça? 13 générations. On est arrivé en 1779, ici, donc voilà, à la Clotte. Bon, en ce moment, c'est pas la vendange, mais il y a plein de choses à faire dans les vignes. Ouais, il y a beaucoup de boulot. Ouais. Tu vas m'aider? Ouais, oui, je suis là pour ça. Je vais te présenter le collègue. La surprise, c'est qu'il a 4 pattes et qu'il fait presque 1 tonne. Ah oui, en effet. Il s'appelle Galupi. Je comprends, salut Galupi. Et alors, c'est un collègue qui t'aide dans les vignes? Oui, tout à fait. Depuis 2012, on voulait passer en bio. Et on avait très vieilles vignes de sémillon, des pieds qui ont plus de 80 ans, qui n'étaient pas du tout adaptés au travail avec le tracteur. D'où l'idée de travailler avec le cheval et avec en plus le plaisir de travailler avec un animal. Donc là, on va sur une parcelle qui est une jeune vigne qui a été plantée en 2017 avec des arbres. Okay. C'est une liane qui a coévolué avec l'arbre. On oublie quand on voit les vignobles, mais c'est important, tous les liens qu'elles peuvent créer. Il y avait aussi l'idée de climatiser un peu les parcelles. L'arbre, ça permet vraiment maintenant de gérer quelques excès qu'on a avec le changement climatique. À chaque fois, on s'arrête. Là, je descends les lames. D'accord. Donc ces lames, elles te permettent de cisailler l'herbe juste au niveau des ceps. Hein. Oui, exactement. Et ça n'abîme rien d'autre. Non. Allez, marchez, mon grand. C'est bien, mon grand. Et le milieu, il y a beaucoup de trèfles qui poussent, donc ça, on laisse pousser. Ça permet d'amener vraiment de l'azote et de l'énergie au sol et d'avoir un sol qui vit. Et le crottin, ça sert de fertilisant? Exactement, c'est double effet. C'est pratique. L'idée, c'est d'avoir vraiment un équilibre qui se crée, de limiter tous les parasites, tous les ravageurs qu'il peut y avoir sur la vigne. Et donc, les arbres, ça va permettre de faire circuler, de faire circuler les oiseaux, les chauves-souris sur la parcelle, avec ici une zone qui est très riche en biodiversité au bord du Ciron. Et donc, les chauves-souris, les oiseaux, ils vont venir manger des petits papillons qui sont normalement nuisibles pour les grappes et pour la vigne. C'est quelque chose qu'on peut appeler l'agroécologie, finalement. C'est une histoire de femme dans ta famille, la transmission de ce vignoble? Oui. Côté transmission, effectivement, les femmes sont très présentes puisque c'est ma grand-mère qui a tenu les rênes pendant 50 ans sur une période un peu compliquée. Ma maman qui a pu relancer l'aventure en 2001 et puis moi qui ai pris la suite. Mais il y a des hommes qui sont quand même très présents au quotidien. J'ai 3 garçons, mon mari aussi qui m'aide beaucoup. Mais je dirais le projet et les vignes viennent du côté de mon papa et c'est lui qui a été le moteur et qui nous accompagne et qui m'aide encore beaucoup au quotidien. Est-ce que tu veux prendre les guides un peu, Sophie? Quelle responsabilité. Voilà. Donc c'est pas compliqué, il faut tenir à peu près la tension de chaque côté. Et quand tu es prête, tu lui dis marcher. Bah oui, mais marcher, on y va? Marcher. Pas une grosse autorité. Si, il est parti. Ah oui, marche très vite, dis donc. C'est bien, mon grand. C'est bien. Donc là, il faut bien, tu vas un peu plus à gauche quand il va sortir, parce qu'à peine, parce que voilà, il n'y aura pas trop. Bon, Sophie, je vais te faire découvrir la partie chez. C'est beau ici, dis donc. C'est magnifique ce bureau là. Oui, celui de l'arrière-grand-père, bureau américain, machine à écrire Underwood. Je te présente Gaspard. Salut Gaspard, on te dérange pas? Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu fais de beau? Je travaille à la demande de maman sur la future étiquette d'une cuvée qu'on va sortir cette année. L'idée, c'était plutôt une cuvée portée sur la fraîcheur. Donc, j'essaye de dessiner quelques concepts. Là, j'avais l'idée d'un glaçon ou peut-être d'une parcelle, d'un long chemin. Et effectivement, il y a ce besoin cette année sur une cuvée qui n'a jamais existé avant et qui existera probablement plus. Parce qu'en 2021, on a gelé très fort, donc j'ai fait uniquement du vin blanc sec. Et en 2022, j'ai ramassé les sauvignons, qui sont habituellement toujours dans le sec, pour faire une cuvée de sauterne. Et on a décidé, après dégustation, de sortir ces bouteilles-là spécifiquement. Sauf qu'on n'a pas le nom encore, donc il faut qu'on travaille là-dessus. Je
rappelles, Sophie, ce matin, je t'expliquais l'évolution du botrytis sur le grain de raisin. Et donc, cette cuvée qu'on va goûter, on est plutôt sur des raisins qui sont ramassés au début des vendanges. Donc, il y a un peu de raisin doré, il y a le début de développement du champignon pour aller chercher quelque chose de très frais, très aromatique, un peu moins liquoreux. D'accord. Donc là, au nez, c'est assez floral. C'est pas si sucré que ça. On s'attendrait à quelque chose de beaucoup plus sucré sur le sauterne. Non, on est effectivement sur ce début d'évolution, donc on est moins sucré et on a ce côté assez aérien, frais. C'est vraiment ce que je cherchais sur cette cuvée. Tu te donnes combien de temps alors pour trouver le nom de cette cuvée exceptionnelle? Il nous reste quelques semaines. D'accord, ok. Bon, écoute, la nuit porte conseil. Si ça se trouve, tu le trouveras demain. Je sais pas, avec la soirée qui nous attend. D'ailleurs, si tu veux nous rejoindre, on a une petite soirée, un concert ce soir sur la place de Sauterne. Quand tu dis on a un concert, c'est mon mari qui joue avec moi dans un groupe et mon fils, le second, qui nous sonorise. Mais c'est super sympa, je vais te voir sur scène. Avec plaisir. J'étais sur la route toute la sainte journée. Je n'ai pas vu le doute en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Si seulement j'avais pu lire dans tes pensées. Je mets pas les bretelles tous les jours. Et là, je suis habillée en gavroche et c'est pour vendre du journal. On fait ça qu'une fois dans l'année, donc c'est super sympa. Allez, tout le monde est prêt? Ouais. On y va. Aux premières lueurs du jour, une petite famille sort de chez elle, habillée de pied en cap à la mode 1900. Direction la gare de Bordeaux-Saint-Jean, où d'autres personnages semblant surgir du passé les attendent déjà. Ça nous rappelle notre jeunesse, habillé comme ça. Mon grand-père, je l'ai vu habillé comme ça. Oui, alors, le matin. Pas la jeunesse à tout le monde, mais... Bon, au revoir, monsieur. Là, il y a une rencontre de tout un tas de personnes, Anthony d'époque, pour faire la navette entre Bordeaux et Soulac. C'est le 150e anniversaire de cette ligne-là. Donc on va la faire, on va la revivre avec cette locomotive sous Anthony d'époque. Depuis le début des années 2000, chaque début juin, la gare de Bordeaux replonge dans l'ambiance des gares du début du XXe siècle. Un temps où les locomotives à vapeur crachaient encore leur panache noir et où le voyage jusqu'à Soulac prenait plus de 3 heures. C'est l'émir, bonjour. Je viens de Biarritz, où j'ai profité d'une petite cure. Je suis avec ma camériste et donc là je rentre à Soulac. Je profite du train, c'est très agréable, je ne m'attendais pas autant de monde. Arrivée la veille par le train contemporain, la famille Pignegui rentre également chez elle à Soulac-sur-Mer et s'amuse de ce saut dans le temps survenu entre l'aller et le retour. Avant, après. Voyons, nous on veut voir aussi. Après. Attends. Avant, tu vois, dans les deux sens. La gazette de Soulac 1900, vous l'avez déjà? Oui, nickel. Bonjour messieurs, dames, vous voulez la gazette de Soulac 1900? Tu veux la gazette de Soulac 1900, s'il vous plaît. Alors tenez, c'est 1 € pour l'association. Pas de soucis. Tenez. Merci beaucoup, je vous rends la monnaie. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Alors que le train sillonne les campagnes et les vignes du Médoc, chacun se congratule sur la beauté de son costume. Et ce n'est pas forcément le plus cher qui est le plus remarqué. À chaque sortie,
je fais le costume correspondant à la sortie. Mais je préfère quand même créer et coudre que de porter. Mais c'est vrai qu'à Soulac, sincèrement, je prends un immense plaisir à les porter. Ici, c'est l'amusement. Vous avez un gars qui se lève. J'ai voulu une tenue un peu originale. Et je me suis aperçu qu'elle est vraiment originale parce que je crois que je me suis jamais fait autant photographier à chaque gare. Après un arrêt à Blanquefort, Margaux, Pauillac et L'Espard, le train du passé fait une arrivée triomphale en gare de Soulac-sur-Mer. Ça y est, on est arrivé à la maison. C'est l'affluence des grands jours à Soulac. Aussi, pour rejoindre le centre-ville, il faut soit marcher, soit changer de monture. Et notre petit Poulbeau a tout fait de dénicher une place dans l'une des rares voitures autorisées à circuler. Avant, quand j'étais petit, je savais pas qu'on pouvait monter dedans. Et depuis que je sais, tous les ans, j'essaye de gruger pour monter dans une voiture, ouais. Regardez comment, là, selon notre rang social, on vient d'être upgradé. Voilà. On a les gens, voilà, regarde. Bonjour madame. Bonjour. Voilà plus de 20 ans que Soulac se met à la mode 1900 à chaque début juin. Un événement qui ouvre la saison d'été pour cette station balnéaire née en même temps que son illustre voisine, Arcachon, grâce à l'arrivée du chemin de fer. Ce sont les deux plus anciennes stations sur le littoral. Elles sont nées à peu près à la même période. C'est le même architecte qui a travaillé pour les deux stations et c'est pourquoi, vous voyez, le patrimoine est un petit peu identique. Je sais pas si tu l'as vu au programme là, mais il y a un petit truc un petit peu marrant que tu n'as sûrement jamais fait et moi non plus en fait, pour dire vrai. Bon, top, tu mets ça, Juliette, une petite blouse. Titan et son amie Juliette s'initient à l'art du plein et du délié à la plume. Souvenir d'un temps que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître. Si on met trop d'encre dans la plume, on va faire un gros pâté sur sa feuille. Si on n'en met pas assez, on ne pourra pas écrire. Ils ont un bon point quand ils ont bien réussi leur travail. Voilà, le petit bon point rose. Cette parenthèse enchantée s'achève par un défilé d'élégance auquel notre famille, trop modeste peut-être, n'a pas osé participer. Voilà, on fait comme ça. Bon, c'était pas un bon week-end? Si, hein. C'est pas fini, hein, Non, c'est pas fini, il y a encore le retour avec la locomotive. Ouais. On va prendre la, c'est quoi, dans le Retour vers le futur, la DeLorean de Jules Verne. Comme ça, on va revenir en 2024. Comment vas-tu? Bah écoute, tu m'as manqué. Je suis très heureuse d'être ici à Bordeaux, dans cette ville que j'aime tant, et surtout de te retrouver parce qu'on a des balades gourmandes à faire ensemble. Bah oui, écoute, ville gastronomique par excellence, avec le plus de restaurants par habitant en France quand même, Bordeaux, hein, entre 1500 et 1700, je sais pas exactement. Restaurant? Oui. Ah oui, donc c'est pas facile pour toi de faire un choix si tu dois m'en faire découvrir un. Non, c'est pas facile. Mais j'aurais quand même trouvé un qui, je pense, te plaira, avec une petite dégustation sympathique. Bon bah, je te suis. Allez, on y va, c'est par là-bas. Balade gourmande, c'est parti. Bon Virginie, quand on fait une balade gourmande à Bordeaux, il faut forcément passer par un marché. Là,
Le marché des Capucins, c'est quoi? C'est un des plus anciens de la ville, les Capus, effectivement. Ah, c'est comme ça qu'on l'appelle, le marché des Capus? On va au Capu. Ok, très bien. Capu le dimanche matin, c'est sympa. Entrons dans le ventre de la ville. Ah, une belle pivoine. Magnifique. Ouais, j'adore. Bonjour madame. Ah, les asperges du Blaye, ça c'est une spécialité du coin en fait. Blaye, c'est au nord de Bordeaux. Eh ben écoutez, je pense que c'est le moment d'en prendre des asperges, non madame? C'est les dernières là. Eh ouais. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier alors ces asperges? Pas grand-chose. Hein. Oh, comment ça, pas grand-chose? Elles sont meilleures que celles des Landes, il paraît. Meilleures que celles des Landes? Je sais pas, moi. On m'a dit qu'elles étaient meilleures. Là. Forcément, j'ai envie de dire forcément dans Blaye. Voilà. Alors attention, parce que là, les copains des Landes, hein, ils vont pas être contents. Oui. Tu sens là les... Ouais. Je sens les pâtisseries orientales. Oui. Je t'amène dans une charcuterie. Ah bah, Boris est là. Bonjour. Bonjour Virginie. Bonjour Boris. Alors en fait ici, Boris, tu as deux spécialités qui sont le grenier médocain et le gratin bordelais. Tu en as a priori aujourd'hui. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, le grenier, c'est l'estomac de porc qui est moulé et assaisonné avec du sel et du poivre. Beaucoup de poivre. Ok. Et le gratin bordelais? Alors le gratin bordelais, c'est de l'épaule de porc avec du gras de porc qui est mijoté pendant très longtemps et après qui est moulé. Vous voulez goûter un morceau? Oui, je veux bien. Gratin, tu sais, le nom en fait vient a priori du mot gratter, parce qu'il faut gratter le fond de la casserole dans laquelle tu le fais pour le préparer. Voilà. Merci beaucoup. Celle-ci, en tout cas, j'aime bien l'apéritif froid comme ça, en entrée, c'est sympa aussi, avec un petit cornichon et un petit verre de vin, j'aime bien. Tu conseilles aussi avec le cornichon? Aussi. Ouais. C'est ça, c'est la bonne recette. Merci pour ton accueil, Boris. Merci à toi. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir. Là, je t'amène chez un chef qui s'appelle Pierrick Célibert. On va faire une petite note sucrée. C'est bien aussi. Il a revisité le cannelé. Ah, c'est osé, chez ça. lui, oui, qui chez lui est un cannelé à plat. Ah, c'est gonflé ça. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Pierrick. Ça va bien? Je te présente Sophie qui va venir déguster. Enchantée. Oh bah, c'est moi qui suis ravie de te rencontrer et t'as des jolies fraises. Ah oui, cueillies de ce matin. D'accord. Chez ma maraîchère. Très bien. Alors, raconte-nous ta recette que tu veux nous préparer, le cannelé, parce que je lui en ai parlé. Ah oui, parce que ça m'intrigue. Je dois te dire, au pays du cannelé, que tu te lances dans une recette qui s'appelle le cannelé, je me suis dit, ce gars est là pour relever des défis. Ah ben disons, je m'amuse ici. Donc là, je vais faire un planolé aux fraises macérées au maceron du Médoc. C'est une baie et c'est une petite odeur de violette. On peut te donner un coup de main? Allez, quelques fraises. C'est parti. Alors, quelle est la genèse en fait de cette recette? Ben, en fin de compte, j'ai récupéré un moule chez moi, là, parce que mes filles m'inspirent pas mal, surtout sur les desserts, vu qu'elles sont gourmandes aussi. Et j'étais en train de faire des cannelés classiques. Et j'ai commencé à verser ça dedans, j'ai cuit ça. Et ça aboutit sur ça. Donc, en fin de compte, c'est comme si c'était une tarte ou une brochetta. Et après, on peut faire n'importe quoi. Parce que j'en fais autant des salés que des sucrés. Donc, tomates mozzarella, boudin, piment d'Espelette et pommes. Des mangues en hiver avec des fruits exotiques. Et la base, au lieu de mettre du lait classique, je mets du lait de coco. Et les gens sont demandeurs, donc voilà. Nos fraises sont prêtes. Allez, hop, on va les faire mariner. J'en ai mangé plus que toi et il y en a beaucoup moins de prêtes. Parle-moi du nom de ce restaurant. Voilà, Pierrick Célibert. On a fait une contraction entre donc, le C de Célibert, mes filles Yuna et Charline, donc ça fait le C Yusha. C'est une consonance japonaise, mais j'ai pas mal travaillé avec des Japonais et au Japon aussi. Et en fin de compte, je me suis dit, tiens, il y a des bonnes ondes dans ce nom. Dans ce nom-là, voilà. Ouais. C'est parti. Hop. Et là, on va pouvoir dresser. Ce qu'on va faire, c'est que je vais en dresser un. Et après, à vous de faire le vôtre.
Ok, Allez, chef. C'est parti. Tu nous fais une vague. Voilà. Et voilà. Ok. À toi. Bonne chance. C'est bien. Oh, c'est mal parti le CAP pâtisserie. Moi, je la ramène pas trop. Parce que... Voilà, là, de ce côté, on repart de l'autre côté. Okay. Oula. Et ça sera bon quand même. Pas mal, hein? Voilà, l'important c'est le goût. Exactement. On n'est pas cuisinière, hein. On aime Par bien contre, manger. c'est ce que j'ai dit pour goûter, on n'est pas les dernières. Alors, chef, Allez. qu'est-ce que t'en penses? C'est comme l'école des fans. Tout le monde a gagné? Tout le monde a gagné. On peut goûter? On peut goûter. On peut goûter. Je suis pas mécontente d'avoir cette petite note sucrée là, Oui. hein, après notre dégustation sur le marché. C'est C'est ça. bienvenu. Hein. Oui, tout à fait. Ce planelé là, plat, qui donne des petits airs un peu de pain perdu. Oui, c'est ça. Mais effectivement, c'est un peu cette texture. Tu vas voir, c'est un peu croustillant en fait en bouche. Tu sens un petit peu la caramélisation. Et c'est très très bon. Ouais, c'est très bon. Une petite fraise, amène la fraîcheur et un peu le gras de la ganache. Ah bah bravo chef, hein. C'est gourmand mais c'est très frais, c'est très agréable avec le petit sorbet. Très bonne idée d'avoir revisité le cannelé en faisant ce planelé. Merci surtout à toi de me permettre de faire ces visites gourmandes. T'as vu, je suis pas la dernière à déguster. Hein. J'adore, j'en suis ravie. Donc tu restes un petit peu à gauche du marquage jaune. Ce matin-là, un équipage d'hélicoptères de la gendarmerie nationale décolle de la base de Cazaux pour un exercice de sauvetage en mer autour du bassin d'Arcachon. Pilote, mécanicien et sauveteur, chacun sait parfaitement ce qu'il a à faire. C'est souple, tout en étant dynamique. Donc tu arrives dessus, bien dans l'axe pour avoir ton objectif. Tu arrives à proximité, il droite et on repart. Cet homme n'est ni agent secret ni membre des forces spéciales. Pourtant, vous ne verrez pas son visage. Pour une raison bien particulière, l'identité de ce sauveteur-plongeur doit rester secrète à tout prix. Pendant 1 heure, les largages et récupérations vont s'enchaîner à un rythme effréné. Ils vont faire en sorte de tenir le stationnaire le moins longtemps possible dès que la personne est droppée. Hop, ça suffit. Des exercices que la gendarmerie effectue très régulièrement pour entretenir les réflexes de ses équipages avant le début de la saison touristique. Bon, petit débriefing de cette séance. Donc Loïc, tu as retenu les différentes choses que je t'ai dites. Il faut que ça soit un ensemble, donc c'est pas qu'une personne qui travaille, c'est tout un groupe. Donc on a des repères à avoir et c'est pour ça qu'on vient s'entraîner en fait. Pendant l'hiver, on s'entraîne avant la saison. Une fois rentré à la base, l'homme mystère s'éclipse derrière l'hélicoptère et s'apprête à révéler son secret. En quelques secondes, le sauveteur en mer se métamorphose en une peluche géante survitaminée. Le secouriste devient maintenant Léo, la mascotte de l'UBB. Donc là, attention, ça va dégager. C'est parti. Et là, je suis plus la même personne. Léo est un lion qui ne sait pas parler. Pour autant, il ne se repose jamais. Le seul but de son existence, encourager l'Union Bordeaux-Bègles, l'équipe de rugby bordelaise du top 14. Et tout le monde veut Léo dans son équipe. Ah bah oui, hein, c'est notre nouveau treuilliste, plongeur, ça y est, on recrute. Hein. On a des gros problèmes de recrutement au niveau des pilotes, hein, donc voilà, je pense que la mascotte, en tout cas, elle est suffisamment musclée. Il est beau. Ouais. Sur cette terre traditionnellement dédiée au ballon rond, depuis quelques années, les Bordelais s'enthousiasment aussi pour l'ovale, depuis que l'UBB enchaîne les bons résultats. Elle est en forme. Je chance de t'avoir. La boutique du club tourne à plein régime et la miniature de Léo se vend comme des petits pains. C'est une star, Léo, à la fin de la journée, bien sûr. Horrible, hein. Fais une photo avec Léo. Là. Voilà. Allez, let's go Léo. Allez, on va au match. Aujourd'hui, c'est jour de match. Et forcément, Léo est surmotivé au moment de rejoindre la foule des supporters massés pour accueillir le bus des joueurs.
On accueille les joueurs comme il se doit. Ils se donnent à fond sur le pré, nous on fait pareil, on se donne à bloc, à bloc. Léo retrouve également Léa, la mascotte officielle des Lyonnes, l'équipe féminine de l'UBB. Elle aussi est tenue de rester dans l'anonymat. Ce qui est drôle, c'est quand on enlève la mascotte et qu'on est normalement, il n'y a personne qui nous calcule. Alors que quand on est en mascotte, il y a tout le monde qui vient nous voir, nous fait des câlins, nous sourit, des autographes et tout ça. Donc c'est vraiment drôle, le contraste. Mais c'est physique, hein. Franchement, c'est très physique. Depuis plusieurs années, ça monte en puissance, c'est indéniable. La ferveur des gens, c'est toutes des familles entières qui viennent au stade, voilà, et ça supporte. Et pour la ville de Bordeaux, c'est quelque chose d'exceptionnel. Au stade Chaban-Delmas, Léo est une star. Il a même une fanfare à son nom et un manager. Je veille surtout à lui et à son bien-être, à sa sécurité, et puis surtout aux gens qui sont autour de lui, pour pas qu'il y ait trop de mouvements de foule des fois. Donc comment ça se passe super bien. Pendant 2 heures, le spectacle va être autant sur la pelouse qu'à côté. Léo se dépensant sans compter pour faire se lever le public, mais aussi pour porter une attention pleine de tendresse aux plus fragiles des supporters bordelais. Nous allons avoir besoin de l'ensemble des supportrices et des supporters. Ce soir-là encore, l'UBB et Léo ont enflammé les 29 000 spectateurs de Chaban-Delmas. Notre lion peut enfin aller se reposer et laisser redescendre la température avec une méthode bien à lui. Écoute, s'il y a bien un dernier endroit qu'il faut que tu vois à Bordeaux, c'est ici, la Cité du Vin. Bonjour. Bonjour. On peut sortir sur la terrasse? Oui, tout à fait. Vous avez l'accès terrasse qui est juste devant. Merci. Super, merci. Ah ben voilà, je retrouve la Garonne. J'ai commencé ce week-end sur la Garonne, je le termine avec cette magnifique vue. Et alors, il faut que tu m'aides à retrouver le marché des Capucins, où nous étions. Alors, le marché des Capucins, tu vois la cathédrale, là. Très bien. Un petit peu plus derrière. Tu vas voir le marché des Capucins, derrière les arbres. Et devant nous, le pont Jacques Chaban-Delmas, du nom d'un maire de Bordeaux célèbre, hein, qui a été maire pendant 50 ans, je crois. Hein, c'est marqué là. Tout à fait. Et c'est le plus grand pont levant d'Europe. Et un des phares maintenant de Bordeaux, si j'ose dire, c'est cette Cité du Vin. Alors certains y voient une carafe, d'autres un cep de vigne. En tout cas, c'est une architecture très audacieuse. Hein. Ah oui, effectivement, l'architecture est particulière au bord du fleuve. C'est un lieu vraiment emblématique pour les Bordelais et qui a été construit en 2016. D'accord. En fait, ici, c'est un musée sur 3000 m². Tu voyages donc dans le monde de la vigne et du vin depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, et ce sur les 5 continents. Voilà, et tu peux finir par une dégustation. Un voyage dans le monde du vin. Exactement. Je suis très heureuse de terminer ce week-end ici avec toi à Bordeaux, à la Cité du Vin. Bon, tu sais, au début de ce week-end, je me suis fait une petite liste en me disant, tiens, j'ai envie d'aller là au départ de Bordeaux ou ici. Eh bien, j'ai coché toutes les cases sur ma liste. Super. Je voulais voir l'océan, j'ai vu l'océan, j'ai même surfé les vagues et j'en ai profité pour découvrir un nouveau sport qui me convient très très bien. J'avais envie aussi de découvrir un lieu un peu préservé. Eh bien, ça a été le cas grâce à la réserve ornithologique du Teche, entre autres, bien sûr. Je voulais déguster des grands vins, visiter des vignobles, ça aussi c'est fait. Et j'ai découvert des spécialités locales grâce à toi. Moi qui suis gourmande, tu l'auras compris. C'est ça. Et je dois t'avouer que je suis très très heureuse d'avoir passé ce week-end ici parce que j'ai un attachement personnel à cette région, un lien familial avec Bordeaux et la région. Donc j'étais particulièrement contente d'être là et en ta compagnie. Écoute, j'en suis vraiment ravie. Je te remercie Sophie, j'ai passé un bon moment avec toi et je suis ravie d'avoir fait découvrir Bordeaux et ses alentours. Voilà. Merci pour ton accueil et ta générosité en tout cas Virginie. Tu sais que j'ai une phrase un peu rituelle dans mes voyages, c'est faites de beaux voyages. Donc je te souhaite encore de faire de beaux voyages ici au départ de Bordeaux. Moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Salut. Ciao.